Anaëlle Valdois, bonjour. Vous êtes directrice du pôle des usages du numérique et de l'intelligence artificielle à l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, peut-être plus connue sous le nom de ANAP. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, on vous a demandé comment entrer dans l'ère numérique, utiliser de manière intelligente l'IA. Cette question, finalement, posée pour cette table ronde, en appelle d'autres. Et c'est ce que nous allons faire dans un petit ping-pong que je vous propose dès à présent. Alors, tout d'abord, c'est un peu comme pour l'architecture. Peut-on vraiment dire que le secteur médico-social soit en retard en matière de numérique et d'IA? Alors, j'ai voulu commencer par cette question parce qu'on entend encore beaucoup dans le terrain, l'EHPAD ne peut pas aller sur l'IA, on est déjà en retard, on a déjà des handicaps. Et donc, je voulais commencer par ça pour vous dire qu'il y a déjà des EHPAD qui utilisent l'IA dans leur quotidien. On va revenir sur les différents exemples. Donc, c'est absolument pas impossible au secteur de l'autonomie, au secteur médico-social global, de pouvoir aller sur l'IA. Par rapport au sanitaire, vous êtes en retard entre guillemets dans le sens où le sanitaire a commencé sur la partie imagerie. Les technologies d'IA ont commencé il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on parle de ça comme si c'était une nouvelle technologie, mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est assez ancien. Et donc, du coup, on a commencé par l'imagerie dans le sanitaire et progressivement, on arrive sur plein de champs et sur des cas d'usage qui touchent le médico-social. On va en reparler sur tous les autres, en tout cas tous les autres tours qu'on va pouvoir s'en faire. Ce qu'on peut repérer dans le médico-social comme particularité, c'est le défi de la taille de vos jeux de données. On va en reparler, mais l'IA se repose sur des données. Et pour pouvoir avoir une intelligence artificielle qui soit efficace, ou en tout cas qui donne des résultats probants, il faut des jeux de données représentatifs. Et c'est le défi majoritaire aujourd'hui dans le médico-social par rapport au sanitaire, c'est la taille de ces jeux de données. Voilà. Alors, malgré la taille, il y a quand même des expériences et des usages. Vous m'en aviez parlé quand on en a préparé cette table ronde. Il y a le repérage des chutes. Il y a d'autres outils que vous accompagnez à l'ANAP. Oui, alors l'ANAP est chargée depuis 2022 d'observer les usages de l'IA. Et dès 2022, il y avait de l'IA dans le médico-social. Donc déjà, gardez ça en tête. Donc là, on va parler du futur, mais c'est quelque chose qui existe dans nos établissements depuis un petit moment. Sur les exemples, je vous en ai sélectionné quelques-uns. La première chose à avoir en tête, c'est que vous avez de l'IA dans tout ce qui est fonction support. Dans un premier temps, tout ce qui va être détection des chutes, ça va être, là on va parler du côté soignant, mais sur les fonctions support, je voulais commencer par ça, c'est le premier exemple. On va avoir tout ce qui est analyse de la satisfaction des résidents. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstraite, mais vous envoyez des questionnaires de satisfaction à vos résidents. Vous allez avoir des oui et des non, donc là c'est facile à analyser, mais après vous allez avoir des textes. Et les textes, c'est un peu un cimetière de la donnée, vous ne les utilisez pas. Et donc l'objectif de l'IA, c'est de travailler sur ces textes. Et donc on a des EHPAD, des groupements, qui ont analysé plus de 90 000 verbatim avec leur questionnaire pour pouvoir faire des plans d'action qualitatifs grâce à l'IA. Vous allez me dire concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir des graphiques, vous allez avoir des nuages de mots, des moteurs de recherche pour chercher sur un point clé, typiquement l'architecture. Quels sont les retours de nos résidents sur l'architecture? Comment on peut s'adapter? On peut analyser avec l'IA toutes ces verbatim. C'est un exemple sur les verbatim. Mais si je suis un petit EHPAD et que je suis un vieux directrice, je ne sais pas utiliser l'IA, je fais comment? Du coup, pour installer ce type de solution, là, on est vraiment sur une solution sur étagère qui existe. Donc, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur l'Observatoire, on a des exemples de solutions. Donc, regardez ce qui existe sur le marché. En tout cas, ce type de solution est assez simple. Parce qu'on en reparlera après par rapport à d'autres, on n'a pas forcément d'interopérabilité. Au niveau du jeu de données, vous l'avez déjà, la donnée. Donc, ce type-là est plus simple à mettre en place que des solutions qu'on verra après. Si on va sur un autre exemple, peut-être un exemple qui est cher à l'ANAP, c'est tout ce qui va être automatisation de planning. On a une équipe RH qui est très dynamique sur le sujet. Dans le secteur sanitaire, aujourd'hui, on a de plus en plus d'exemples hospitaliers qui utilisent l'IA ou l'automatisation pour tout ce qui est planning des soignants. On a aujourd'hui des EHPAD qui testent ce type de solution. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, je vais prendre l'exemple de ce qu'a réalisé l'ANAP en mars dernier. On a organisé un duel IA contre cadre qui avait pour objectif de voir quelle était la plus-value de l'IA avec un cadre qui est outillé par l'IA et un cadre qui n'est pas outillé par l'IA. Ce qui leur sort, c'est que globalement sur le classement,
les meilleurs plannings ont été réalisés par les cadres augmentés par l'IA. Bon, déjà, c'est un point positif, ça veut dire que l'IA sert à quelque chose. Ce qu'on en ressort comme avantage, c'est une meilleure ergonomie de ces outils par rapport aux outils actuels. Certains, même des cadres, nous expliquaient qu'ils préféraient parfois passer par Excel ou étaient encore dans des modifications papier. On a vu une photo tout à l'heure, c'était assez intéressant dans les photos de la journée. On voyait un cadre, une infirmière modifier à la main un planning, donc c'est du vécu. Donc premièrement, donc plus d'agilité, parce que le moteur va en fait avoir toutes les règles de votre EHPAD au sein en fait de l'algorithme, et à chaque modification va recalculer automatiquement. Donc il y a un gain de temps assez impressionnant pour les cadres. Par contre, quand même, parce que vous allez forcément me pointer là-dessus, il y a encore des améliorations à faire sur ce type de moteur. Ce que nous, on a observé à la NAP, c'est qu'on avait ces moteurs qui étaient parfois adaptés à d'autres secteurs que la santé. Donc il faut faire attention et travailler avec les différents éléments. Et le point d'attention aussi, c'est qu'il faut que vous ayez connaissance des règles qu'il y a dans l'algorithme. Parce qu'on va tout de suite dans l'IA parfois arriver sur cette notion de boîte noire. Il faut que vous ayez conscience de qu'est-ce que vous avez comme règles. Donc il y a certains algorithmes qui vont vous dire, moi je vais apprendre sur l'historique, comme ça je vais vous expliquer les règles que vous utilisez parfois inconsciemment. Donc ça c'est à vous de regarder si c'est adapté à votre établissement. Mais en tout cas, la maîtrise des fondamentaux de l'organisation du travail reste, en tout cas en compétence au sein de l'EHPAD, et en termes de responsabilité, vous êtes toujours responsable des plannings, ce n'est pas l'algorithme. Est-ce qu'il y a un seuil minimal ou maximal par exemple, si je gère une toute petite équipe, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Eh bien, ça fait le lien avec l'autre exemple. Donc on n'a pas aujourd'hui observé de seuil minimal pour ce type d'algorithme. Ça va vraiment dépendre du besoin que vous avez. Vous allez avoir des grandes équipes qui vont estimer qu'ils n'ont absolument pas besoin parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'absentéisme, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de changements dans leur planning, et des petites équipes qui sont très en difficulté et qui vont développer ce type de technologie. Du coup, je vais revenir sur une autre technologie d'automatisation, qui est l'automatisation du planning résident. Donc là, on est sur un autre exemple. On n'est pas sur le salarié et le résident, donc on a notamment un exemple d'un usage qui, si je vous cite les mots de la personne, jusqu'ici on bricolait avec Excel, le crayon, le papier, sans toujours respecter les besoins réels de nos usagers. Maintenant, on est passé dans une logique respectueuse, où on va à la fois, dans mon activité, prendre en compte des compétences des professionnels, et on va prendre également les aspirations des personnes accompagnées. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis dans un moteur les compétences des usagers, les activités qu'ils peuvent faire ou pas faire, les compétences des professionnels qui vont encadrer les activités. Ils ont mis les salles nécessaires, les transports quand il y en a, la liste des activités, et l'algorithme sort automatiquement des propositions de planning d'activité. Donc là, on est sur une toute petite équipe. On n'a pas beaucoup d'apprentissage, on n'en a même pas du tout. C'est vraiment de l'automatisation avec l'apprentissage ensuite de ce qui s'est fait, des corrections. Mais vous voyez, on est sur une petite équipe et ça change, en tout cas d'après le témoignage qu'on a relevé, ça change le quotidien. Elle nous dit, pour la première fois, on a une maquette souple et structurante qui valorise les professionnels et va donner du sens à notre accompagnement. Ça, c'est vraiment ces mots. Parce qu'elle nous dit, avant, je passais un temps fou sur le papier, sur mon Excel à faire ça, et là, j'ai un outil qui me décharge d'une partie de ma charge mentale, on pourrait dire, pour me concentrer sur l'accompagnement. Alors, il faut que les choses soient claires, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que rentrer la donnée prend du temps. Oui. Ensuite, quand on sort un planning par IA, il faut l'acceptabilité des équipes, parce qu'en fait, un tel ou un tel va toujours vouloir modifier. Sur le papier, c'est facile, mais quand il faut rechanger la donnée, parce que finalement, j'ai déménagé, ou j'ai plus les mêmes horaires, ou voilà, ça peut être un handicap ou pas? Alors, ça me fait penser, on animait une journée sur l'IA il n'y a pas très longtemps dans un CHU, et ce qu'on est ressorti de la journée, c'est qu'il faut que l'IA soit transparente. C'est-à-dire que la personne qui va utiliser l'IA dans son planning, en tout cas pour le paramétrer, elle va savoir qu'elle utilise de l'IA. Après, pour le personnel, ça ne doit pas changer la perception du planning. Le planning, ensuite, sera toujours le même, il sera accepté de la même façon. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui vont... Donc, ça ne va pas être pour les soignants, ça va être pour ceux qui utilisent l'algorithme. Il faut avoir confiance dans le moteur, c'est un peu ce que je vous disais, dans la façon en tout cas dont les règles sortent. Et donc la conduite du changement sur ces aspects-là, en tout cas sur ces projets, elle est moins importante que sur d'autres projets qui vont toucher aux soins, où ça va directement impacter la façon de travailler. Là, on est plus dans un gain de temps,
Et généralement, en tout cas dans les exemples qu'on a pu voir, ça fait gagner tellement de temps que très rapidement, la gestion du changement elle est plus simple sur ce type d'IA de fonction support. Alors là, c'est en matière d'organisation. Pour les résidents, l'IA, elle peut faire quoi? Alors là, on est plus dans des expérimentations, mais on a quand même des exemples assez concrets, notamment tout ce qui est, vous l'avez dit, prévention et analyse des chutes. L'ANAP a sorti un panorama cette année des solutions de détection des chutes, et sur ce panorama, on en a plus de 60% qui ont déclaré utiliser de l'IA. Donc ça veut dire que vous avez certainement de l'IA dans vos EHPAD, vous ne le savez peut-être pas, et qui va aider à prévenir les chutes. Vous avez quelques solutions présentes aujourd'hui. L'objectif de ces solutions, c'est d'alerter le soignant en temps réel et d'anticiper, notamment avec les habitudes de vie, tout ce qui va être détection de fragilité. Donc là, par contre, on est dans un vrai changement, en tout cas de la pratique soignante. Vous parliez du CHU de Brest il n'y a pas très longtemps. Au CHU, ils ont déployé une solution d'écoute dans les chambres qui notamment va alerter les soignants en cas de détection d'une chute. Donc ça change toute la pratique parce que du coup, on va être appelé, on va du coup aller dans les chambres en fonction des appels hiérarchisés par l'IA qui va nous dire là c'est très très important, il faut y aller tout de suite. Là bon, il y a un appel mais vous pouvez finir votre pansement. Donc ça réorganise. Et également, ça va écouter dans les chambres les soignants. Parce que ça écoute toute la journée. Donc, on a tout un tas de nouvelles, en tout cas, gestion dans le projet, à prendre en compte les éléments juridiques, l'acceptation du résident. Donc, à la fois, ça limite les chutes, ça aide, mais à la fois, on a toute une partie gestion de projet qui va être, vous le voyez, vous le sentez, très différente de tout ce qui va être ce qu'on a vu, analyse de la satisfaction ou des plannings. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement bien perçu par les résidents. Et là où il y a une vraie gestion du changement, c'est tout ce qui va être soignant. Mais une fois que les soignants, on va dire, sont embarqués dans la technologie, ils ne veulent absolument pas revenir en arrière. C'est ce qui ressort. Alors, on a vu, là, vous nous avez déjà parlé de quelques avantages escomptés. J'ai envie de passer à la question suivante, qui est en fait le pari de l'IA. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Alors oui, est-ce qu'un EHPAD peut se passer d'IA aujourd'hui? La réponse, là, tout de suite, aujourd'hui, c'est oui. Vous n'êtes pas spécifiquement obligé de prendre le virage de l'IA. Mais ce qu'on peut prendre comme exemple pour pouvoir répondre à cette question avec un peu plus de hauteur, c'est ce qui s'est passé dans le sanitaire sur l'imagerie. Je vous ai déjà pris l'exemple de l'imagerie avant. L'IA est arrivée il y a 10 ans. Aujourd'hui, des services d'imagerie qui n'ont pas d'IA vont avoir plus de mal à attirer le personnel. Un radiologue aujourd'hui préfère travailler assisté par IA. Et également, en tant que patient, moi personnellement, je préfère que mes images soient relues par l'IA. Donc, on peut considérer que, comme toute innovation, dans 10-15 ans, votre EHPAD, pour être dynamique, devra avoir mis en place de l'IA. Alors, il y a des limites qu'on a déjà évoquées, mais il y en a une en particulier à laquelle je pense, c'est finalement la montée en charge de toutes les solutions numériques et IA. On a du mal à s'y retrouver un petit peu, et en 2030 ça va être encore pire parce que aujourd'hui on voit comment en fait ça a vraiment explosé en très peu de temps. Alors oui, vous avez une explosion des solutions et du coup nous en tant qu'agence, ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est de partir de vos besoins. Ça ne sert à rien de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. Et comme vous l'avez compris, mettre de l'IA, ce n'est pas parce que c'est de l'IA que c'est un claquement de doigts et que ça s'installe du jour au lendemain. Donc le premier défi, c'est de trouver des solutions matures qui vous permettent, en tout cas, d'avoir un déploiement réussi. On a des EHPAD aussi qui nous ont parlé de déploiements qui n'ont pas réussi. Ils ont testé une solution d'IA et ils n'ont pas réussi à faire le changement, en tout cas de pratique avec les soignants. Là, je pense à une vidéo dans une chambre qui avait notamment pour objectif de détecter quelques anomalies au sein du patient. Les soignants n'ont pas voulu être filmés dans la chambre et après une expérimentation, l'expérimentation n'a pas réussi. Donc ça signifie aussi qu'il faut, comme toute innovation, le défi d'un EHPAD, ça va être de choisir les solutions qui vont correspondre à ses besoins et qui semblent matures. Mais ça va être un vrai défi. Mais j'aimerais bien compléter quand même avec un sujet qu'il faut garder en tête. Au-delà de la qualité des données, de la transparence et de l'explicabilité, il y a le sujet de l'interopérabilité qu'on connaît très très bien côté sanitaire, que vous connaissez côté médico-social. Mais si là, vous vous imaginez dans l'EHPAD du futur avec plein de solutions qui vont capter les chutes et puis pourquoi pas, je sais pas moi, après capter beaucoup de choses dans la chambre, vous allez avoir plein d'alertes avec plein de solutions différentes. Si vos soignants, après, ils ont 5 téléphones, parce que les solutions ne sont pas interopérées, c'est ce qu'on commence à pouvoir voir dans certains EHPAD, ça n'a aucune valeur de gain de temps. Donc là aussi, l'enjeu, au-delà du nombre de solutions,
ça va être tout ce qui va être urbanisation de votre système au sein de votre EHPAD. C'est un sujet qui est très connu dans le sanitaire, et là on est sur plus de 200-300 applications. Côté médico-social, c'est un peu moins quand même le sujet actuellement, même si vous l'avez déjà, mais avec l'explosion des solutions, vous allez l'avoir. Donc c'est vraiment le point d'attention. L'ANAP pense déjà à demain avec des projets sur l'IA pour mieux accompagner le médico-social. Vous pouvez nous en parler ? Alors, on a une équipe médico-sociale également qui est très investie sur ces sujets. Donc, la première production qui est disponible maintenant, c'est le panorama des solutions de détection des chutes. Vous pouvez aller voir, comme ça, vous verrez si vous en avez installé une, si elle, en tout cas, elle a de l'IA ou non. N'hésitez pas à aller voir sur l'Observatoire des usages de l'IA. Vous avez donc du coup les exemples dont je vous ai parlé, et il y en a tant d'autres que je n'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui. Vous pouvez également aller voir, déjà le 14 octobre, on fait une journée spécifique sur l'IA, avec notamment une table ronde avec des établissements qui vont venir nous expliquer leur retour, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché autour de l'IA. Et voilà, il y a de nombreuses productions qui vont arriver sur ces questions-là. Merci. J'ai encore plein de questions, mais le temps nous est compté. Et Yann Bubien, vous-même, en tant que président du GRAF, vous avez publié en fait un ouvrage sur numérique en santé pour l'avenir. Ce que vient de nous dire Anaël Valdois, ça vous parle ? Ah bah oui, ça me parle, et je me retrouve parfaitement sur l'intelligence artificielle. Il ne faut ni être dans l'admiration béate, ni dans la peur de l'innovation. Il faut au contraire apprendre, connaître et l'utiliser à bon escient. Pour l'utiliser à bon escient, il faut le faire en fonction de nos propres besoins. Là, vous avez parlé de quelques exemples de l'intelligence artificielle, mais il y en a plein d'autres, et qui servent en EHPAD et dans nos établissements de santé ou médico-sociaux. Par exemple, aujourd'hui, il y a des produits remarquables pour tout ce qui est marché public, pour les appels d'offres. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est incroyable d'ailleurs. En quelques minutes, on a des projets qui sont extrêmement bien faits. Alors bien sûr, il faut les relire. Alors il y a les plannings dont vous avez parlé, mais pour les résidents, il y a quand même la domotique. Pour les résidents, comme d'ailleurs pour les personnes âgées à domicile, l'éclairage automatique, le thermostat automatique, les détections de sécurité ou bien de chute, etc. Ça fonctionne de mieux en mieux, extrêmement bien. Et si on veut aussi vieillir à domicile, il va bien falloir s'adapter à la domotique. On voit qu'on a plein d'usages qui sont extrêmement intéressants, sans parler bien entendu de la recherche et des données, puisque là-dessus aussi, si on veut avancer, il faudrait mieux utiliser. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais il faut l'utiliser à bon escient et pas prendre des produits dans tous les sens en se disant que ça va bien marcher un jour. Ça ne marchera pas si on n'explique pas et s'il n'y a pas de formation. Oui, tout à fait. Et on n'a pas encore développé tous les exemples, et j'en avais encore beaucoup, mais c'est vrai que ce que vous avez parlé, la reconnaissance du langage et l'IA générative, là j'ai d'autres exemples, c'est aussi ça qui fera l'EHPAD de demain. C'était un peu la conclusion et l'ouverture qu'on avait prévue. La génération intelligente de contenu, ça changera énormément, en tout cas le quotidien. Et ça change déjà.